ce soir, nous vous proposons d'arrêter de fumer. Et oui, nous vous dirons aussi comment comprendre la musique classique. Et oui, c'est possible. Et n'oubliez pas, à la fin de cette émission, vous retrouverez toutes les réponses de mes copains à vos questions. Et comme il est presque 19h, on retrouve tout de suite la fameuse combine de 19h. On y va. Ciao. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine avec Vanessa Demouy? Cette semaine, Christine, je vais vous dévoiler une tactique pour que votre teint reste sans brillance. On vous regarde. Et en plus, un petit truc rapide et efficace. On y va. Pour les raccords. Moi, je voulais vous dire que pour avoir une teinte parfaite, il fallait prendre le petit éponge en latex. Je veux dire celui qui vous a servi à étaler votre fond de teint, quoi. Et vous le retournez, vous prenez un petit peu de la poudre libre dans le boîte et vous enlevez le poudre en trop dans le creux de la main. Ensuite, vous passez l'éponge avec le poudre sur le visage. Je veux dire exactement comme si c'était un houppette. Mais je veux dire, c'est beaucoup mieux qu'un houppette parce que je veux dire, ça colmate le fond de teint et le poudre. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, ça fait une teinte super qui brille 10 fois moins vite jusqu'au soir. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais dire aussi une petite tuyautte pour les retouches dans la journée. Tu prends du papier poudré, tu arraches une petite feuille et tu la passes sur la zone médiane. Tu sais, celle qui est au milieu de ton visage et qui a tendance à briller plus que le reste. Et là, tu tapotes bien, ça enlève toute cette répugnance de sébum atroce. Et ça fait la peau mate. Essaye, tu verras, c'est super. La fameuse combine du papier poudré. C'est une combine qui tue. Merci évidemment à Frédéric Lebon de nous avoir prêté sa voix. Alors, on va tout de suite passer au problème d'Emmanuel. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Christine. Qu'est-ce qui se passe? J'y connais rien du tout en musique classique. Rien du tout en musique classique? Non, rien du tout. Mais en quoi c'est un problème? Je sais citer quelques noms par exemple de compositeurs, mais j'ai une famille de musiciens qui écoutent beaucoup de musique classique aussi, même s'ils ne sont pas forcément tous musiciens. Et puis d'autre part, j'aime beaucoup toutes sortes de musique, j'aime bien la musique ethnique, j'aime beaucoup le rock'n'roll, j'aime beaucoup le jazz. Ça vous semble inaccessible, la musique classique, totalement, ou bien? Ça me semble pas totalement inaccessible, j'ai déjà essayé de découvrir la musique classique, mais ça me paraît quand même assez loin. Vous avez un blocage? Oui. Alors rejoignez-nous sur ce point. Emmanuel. D'abord, Camille, Emmanuel, Camille qui s'y connaît très fort en musique classique. Il a des lunettes de quelqu'un qui s'y connaît. Oui, C'est bizarre. c'est vrai. Oui, Qu'est-ce que vous avez écouté en musique classique, que vous avez apprécié? Vous avez un titre comme ça qui vous vient? Non, j'apprécie la musique classique. J'en écoute beaucoup parce que chez moi on écoute aussi beaucoup de musique classique, mais je suis incapable de reconnaître un air. Je sais que je l'ai déjà entendu, mais je suis incapable de le citer, même si on me le cite à chaque fois. Vous vous sentez Un peu très exclu. inculte? Sur ce domaine-là particulièrement, oui. Alors, je ne me sens pas inculte dans les autres genres musicaux, mais dans la musique classique, alors que pourtant c'est un des genres musicaux que j'écoute le plus, je me sens particulièrement inculte. Mais écoutez, ça tombe bien que vous soyez là parce que moi j'étais un peu comme vous il y a quelques années et j'ai rencontré quelqu'un voilà, qui m'a donné envie d'écouter de la musique classique, qui me l'a fait apprécier. C'est Alain Duhaut. Alain Duhaut, s'il vous plaît. Merci. La musique classique, c'est populaire, vous le voyez. Nous avons terminé la démonstration. C'est vrai, vous avez des fans. Alain Duhaut, bonsoir. Vous êtes le présentateur de l'émission Musique et compagnie sur France 3. Ça passe ce soir à 23h40. Ouais. Et donc, un peu plus tard que vous. Quand on s'est connus, c'est vrai que j'étais très limitée. Il faut préciser que vous faisiez une émission où il y avait de la musique, alors effectivement, musique classique, non, vous n'étiez pas limité, mais il y avait un petit peu de travail à faire. C'est terrible. Oh, pas terrible, non, mais vous aviez une chose importante, c'est que vous n'avez pas dit, comme Emmanuel, je ne connais rien à la musique classique, vous avez dit, je ne sais pas si j'aime. Or, moi, je crois que le principal, c'est ce qui m'a un tout petit peu gêné quand tout à l'heure Emmanuel m'a dit, vous a dit plutôt, je ne connais rien à la musique classique. Moi, je crois qu'on peut tout à fait aimer sans connaître. Voilà, c'est ça. Il y a des tas de choses qu'on aime sans connaître. Mais on est un peu complexé, en fait, je crois, par rapport à la musique classique. On a tort. Tout à fait. Enfin, moi, je connais beaucoup de choses dans différents styles musicaux.
c'est vrai, mais j'ai aussi 2 sœurs harpistes. Je partage un appartement avec un copain qui fait de la clarinette classique. Ouais. Et c'est vrai que je me sens un peu à l'écart de tout ça parce Oui, que... mais Emmanuel, j'ai envie de vous dire tout simplement, lâchez-vous. C'est pas parce que vous avez des sœurs harpistes et tout, vous vous laissez aller, et puis vous prenez un disque au hasard, ça peut être Mozart, Verdi, Chopin, Beethoven, ce que vous voulez, vous écoutez, ça vous plaît, vous le gardez, ça vous plaît pas, vous le donnez à votre voisin, vous le jetez, vous en prenez un autre. Ah, Mais voyons, c'est il ça. faut absolument que vous réagissiez par vous-même et pas en vous disant, oh là là, la musique classique, ça c'est un Vous truc m'avez parlé de terrible. restaurant, Alain Ben oui, Duo. parce que Vous m'avez dit c'est quand- comme au restaurant. Quand on va au restaurant, moi je connais rien à la cuisine, je ne sais pas faire la cuisine et j'adore la manger néanmoins. Ouais. Mais j'imagine que vous c'est pareil, à moins que vous soyez un cuisinier émérite. Non, j'essaye, je tâtonne Bon. pour le moment. Et quand vous allez au restaurant, on vous sert, je sais pas quoi, un homard thermidor par exemple. c'est Vous ça. savez Ouais. faire le homard thermidor Absolument pas. Et Est-ce on que aime vous ça. l'aimez? J'aime bien le homard. Bah voyons, effectivement, mais- attendez, Donc voilà, vous pouvez c'est pas pareil. reconnaître. En fait, la musique classique, ça se C'est populaire. pratique, ça se consomme de la même manière que toutes les autres musiques. Et oui, c'est Exemple. populaire. Vous parliez de l'Italie. Pavarotti. Oui, oui c'est vrai. Hein, Pavarotti, Pavarotti, populaire. dans le monde entier, pas seulement en Italie. À Paris, il a rempli Bercy. À New York, il a réuni quand même 500 000 personnes sur la pelouse de Central Park. Ouais, tout à fait. Et il a fait entendre à des gens qui ne l'auraient jamais entendu le grand air de Tosca ou de Turandot. Ils ne savaient pas ce que c'était que Tosca et Turandot, mais ils avaient du plaisir. Ils C'est vrai. applaudissaient. Et comme vous, votre vous public. nous avez parlé aussi d'un festival, le festival de Vérone. Oui, alors le Ça a festival de lieu Vérone, quand, ça c'est donc tous les ans, du début juillet au 15 août, et c'est un festival extraordinaire qui a lieu dans les arènes de Vérone. Vous imaginez 20 000 personnes, c'est comme un grand stade de football, et les gens viennent en famille, avec le cabas, la bouteille thermos, le saucisson, Comme ils au Tour de s'installent. France. Exactement. Et Et comme d'ailleurs, au Tour de c'est France. pendant le Tour de France. Oui, d'ailleurs, c'est pendant le Tour de France. C'est vrai. Mais ils applaudissent comme au Tour de France. Il y a le maillot C'est-à-dire jaune. que Oui, c'est ça. si le maillot jaune, c'est-à-dire le ténor, chante bien, tout le monde se lève, bravo. S'il chante mal, de la même manière, oh, dégueulasse, c'est Et tout on ça. balance des tomates. Exactement. Et pourquoi on a pas Mais ça en c'est France vivant. alors? Pourquoi D'abord on parce fait- que nous, on n'est pas vraiment des latins. On est à mi-chemin entre les saxons Parlez et les pour vous, latins. Dio, parce que- Ah, ne m'appelle pas bravo. on est à mi-chemin. Donc Moi, je vous suis êtes à breton, mi-chemin. hein. Oui. Mais néanmoins, il y a cette manière, ce tempérament latin, cette manière plus simple d'accepter ses émotions. suis d'accord. Tandis que chez nous, ben, on croit toujours qu'il faut être sérieux, guindé, un petit peu Sciences Po, vous voyez. Alors, par quoi commence-t-on quand on est hostile à la musique classique? D'abord, on commence par Beethoven. Beethoven, c'est une espèce de monument qui procure des sentiments. Quand vous écoutez une symphonie de Beethoven, il faut commencer par les symphonies, parce que les symphonies, c'est vraiment le grand monument, la manière dont il exprime l'intériorité de lui-même. Eh bien, vous avez les poils qui se dressent, vous avez véritablement des frissons. Oui, mais oui, vous regardez, je vous assure. Non, non, Parce que vous avez des émotions. La On base écoute de tout, c'est l'émotion. On Par écoute par quoi exemple. on commence? Alors, la 5e de Beethoven. Pom, Oui. pom, pom, pom. Oui, c'est vrai. Vous avez les poils qui... Ah bah, voyez. Et vous? Pas vraiment pour le moment. Évidemment, parce qu'il n'a pas de poils. C'est un peu- C'est vrai, un peu- attendez. C'est un monument. Regardez, on entre à l'intérieur de quelque chose, hein, on est accueilli, il y a quelque chose qui soulève. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, en fait, dans la vie? Avouez-moi tout. C'est une bonne question, Emmanuel. Du tac au tac comme ça. Du tac au Bah tac. oui, normalement, vous devriez répondre du tac au tac, oui. L'amusement. L'amusement. J'essaie de prendre tout comme un Mais jeu. l'amusement, ça ne fait pas vibrer. Vibrer des émotions, quelque chose qui tout d'un coup vous fait accélérer le battement du cœur, qui part de la colonne Ouais. vertébrale, qui remonte, qui passe partout. Eh ben, ce sont les concerts en général. Ah, C'est vrai bah qu'on- alors, vous n'êtes pas perdu pour Mais je l'avenir. n'ai jamais été à un concert de musique classique. C'est vrai que par exemple, je suis un grand fan de Chuck Berry, donc. Très bien. Et c'est vrai que quand j'ai vu Chuck Berry pour la première fois en concert, même la deuxième fois d'ailleurs, j'ai le poil qui s'est hérissé. Eh bien, c'est la même Pour chose. reprendre Alors, cette expression. On en Alain. parle Beethoven quand même. Hein, Non, chez mais Berry. attendez, Emmanuel, bah non, mais alors. Christine, Emmanuel a dit une chose importante. Je ne suis jamais allé à un concert de musique classique. Il faut aller pour sentir aussi. Il y a des émotions physiques. Il y a des... Bon. Alors, Alain Duo, deuxième morceau pour aimer la musique classique. Alors, un genre tout à fait différent, si vous voulez, on peut aller vers Chopin, par exemple. Le Lequel? piano, nocturne de Chopin, premier nocturne de Chopin. On écoute? Ça, c'est l'émotion tendre. Là, si au lieu de vous appeler Emmanuel EL, vous appeliez Emmanuel 2LE, on baisserait la lumière et vous comprendriez qu'il y a d'autres types d'émotions. Il vous le ferait Des comprendre. émotions tendres. Ça serait notre genre d'émission. Très important. Très important. C'est l'expression de la tendresse. Vous Oui. comprenez, au fond, On la peut musique. draguer.
Bien sûr, mais ça peut servir aussi. Sur de la musique Je vois que vous classique. avez de l'expérience. Non mais c'est vrai que le nocturne de Chopin, c'est Évidemment, magique. mais parce que ça exprime ce qu'on a à l'intérieur de soi. Il y a des moments où on est martial, fort, guerrier, c'est plus les émotions extraverties de Beethoven. Et le D'autres soir, moments, on a envie d'être voilà. plus dans la tendresse. Troisième morceau. Troisième morceau, alors, de l'opéra. L'opéra, c'est une chose tout à fait particulière. On parlait de Vérone tout à l'heure. Et l'opéra de base, enfin, l'opéra le plus célèbre, le plus touchant, c'est l'opéra italien. Et dans l'opéra italien, c'est Verdi. Alors, je vous propose le Trouvère de Verdi. C'est une histoire absolument incompréhensible, mais c'est une musique qui fait du frisson. Pourquoi vous avez choisi ça là? Parce qu'il y a le rythme, et vous avez la voix, cette espèce de voix qui déploie ce qu'on appelle des harmoniques. Voilà un terme intéressant, des harmoniques, c'est-à-dire des choses qui dépassent la note, qui se répandent, qui sont comme des petits... vous voyez, vous vous souvenez des enzymes gloutons? Eh bien, ça, c'est les enzymes gloutons qui vont vous remonter et vont vous traverser d'émotions. C'est très bien. La musique, c'est ça, la musique, c'est pas vraiment, c'est pas des petites choses qui sont dans un cahier noir et blanc, non, ça a des couleurs, la musique. Ça a des couleurs, la Ah, je musique. suis tout à fait d'accord. Bon. Alors, Camille, il paraît que tu as une méthode pour Mais- reconnaître la musique classique. Oui, c'est vrai qu'il y a des moyens mnémotechniques pour, dans la vie quotidienne, reconnaître un grand compositeur de musique classique. Et j'en ai répertorié quelques-uns. Basez-vous par exemple sur ce que vous faites et sur votre sensation pendant que vous l'écoutez. Par exemple, vous êtes gai, c'est Mozart. Vous êtes triste, c'est Chopin. Vous appelez un taxi au téléphone, c'est Vivaldi. Vous êtes dans un ascenseur, c'est Klederman. Vous mangez un tourne d'eau, c'est Rossini. Et vous avez une érection, c'est Madonna. C'est simple, voilà. Les moyens, c'est des moyens. C'est tout bête. Ça, c'est pas les poils qui tiennent. j'ai bien compris. On peut pas avoir ce qu'il vient de dire sur Liszt ou Chopin ou Bien Mozart. sûr que si, tout à Si, fait. tu vois, oui, la tu liste vois. est de style. Bon, Alain Duo, vous avez invité ici un baryton. Oui. C'est un vrai baryton oui. classique qui s'appelle Jean-François Vinci Guerra, voilà et qui est accompagné d'un excellent pianiste qui s'appelle qui- Jean-Marc Pouget. Voilà. Donc, on va les faire venir et vous allez nous expliquer. Voilà. Alors. D'abord, vous allez me dire pourquoi eux, pourquoi vous leur avez demandé de venir Eh ben, pour Emmanuel. pourquoi eux? Parce que précisément, ce sont des gens qui ont compris qu'il ne fallait pas enfermer la musique classique dans une cage toute grise. C'est-à-dire que Jean-François, c'est effectivement un baryton classique qui chante à l'Opéra Bastille, mais qui chante aussi au Théâtre de la Potinière des chansons de Francis Blanche. Et Jean-Marc Pouget, vous voyez, je vais l'avoir dans mon émission Musique et compagnie le 1er avril avec Jean-François Vinci Guerra. Il va nous faire une émission tous les deux qui s'appelle Truite et Pince à linge. Et puis, oui, Truite et Pince à linge, c'est les chansons de Francis Blanche. Voilà. Et puis c'est le 1er avril. Voilà. Donc ils savent désacraliser la musique. Et puis un mois après, j'aurai Jean-Marc Pouget qui viendra Mais jouer des pièces très difficiles de Richard Strauss. Donc Mais vous voyez, est-ce ils qu'on peuvent peut tout faire. s'amuser avec la musique classique? Est-ce que vous amusez votre public? Bah, j'espère, Non, mais j'espère. comment c'est possible? Les gens rient maintenant. Ben, c'est possible avec les opéras bouffes, par exemple de Rossini ou d'Offenbach, comme ce qu'on va donner tout à l'heure. Alors allez-y, racontez-nous la musique Eh bien, classique. allons-y. Vertigo, 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 Figaro, 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 Figaro. Je me suis trompé. C'est pas Figaro, moi c'est Vertigo. C'est. Bah, enchaînez, vous voyez bien que. Gentille femme de l'arcade, digue, 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 da. Écoute cette sérénade, digue, 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 da. Apparaît à la balustrade, digue, 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 da. Et viens recevoir mon œillade, digue, 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 da. Ah, digue, digue, da, ah, digue, digue, da, re, à la balustrade, digue, 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 da.
les autres, je suis beau. Voulez-vous maintenant, au son des castagnettes, me voir défiler léger dans des danses coquettes? Attention, m'y voilà, regardez bien cela. Povolero, povertigo, praderi, deridera, povolongo, povertigo, praderi, deridera, povolero, pofanango, povolero, pofanango, gentil Manola, dansons, dansons la cachucha. La 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 la. Et voilà pourquoi l'on m'appelle le grand facteur du canton. Et voilà pourquoi l'on m'appelle le grand facteur du canton. Le grand facteur du canton. Alors, évidemment, les connaisseurs auront reconnu là une parodie du Barbier de Séville. En fait, c'est effectivement la parodie du Barbier de Séville, mais c'est une pièce écrite véritablement comme ça par Offenbach, qui est tirée d'une opérette qui s'appelle Pepito. Où on le se personnage... fiche des Espagnols Oui, bien sûr, au mais passage. on se fiche un petit peu c'est parce que le Barbier de Séville, c'était encore à la mode. Mais non, ça faisait partie des choses nécessaires, mais ça faisait rire, et ça fait d'ailleurs toujours rire, et ça a plus d'un siècle et demi. Ça vous a fait rire? Oui, Est-ce que ça vous plaît, Emmanuel? Oui, beaucoup, parce que j'aime beaucoup la musique classique tournée en dérision. Eh bien, merci beaucoup, Alain Duhaut. Merci beaucoup. On vous retrouve ce soir à 23h40 sur France 3. Bien sûr, Emmanuel, je vous laisse emporter les choix d'Alain Duhaut et puis, bien sûr, un bouquin formidable que j'ai chez moi, d'ailleurs, et que j'ai acheté. Et oui, depuis que j'ai rencontré Alain, ça s'appelle le guide Alain Duhaut du disque compact classique, parce qu'une fois qu'on s'y met un peu, autant avoir les bonnes versions. C'est ça, c'est pour aider à aimer mieux. Voilà, c'est pour aider à aimer mieux. Voilà. On retrouve évidemment Jean-François Vinci Guerra à la fin de cette émission avec son pianiste. Et on va tout de suite passer au problème de Jean-Christian. Jean-Christian, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? J'adore détester. Pardon? J'adore détester. Détester. Aïe, Et aïe, je aïe. déteste beaucoup de choses. C'est vrai? Oui. Alors rejoignez-nous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Jean-Christian? Vous adorez détester. Mais C'est qui? viscéral. Viscéral. Entre autres, je sais pas, on va dire ma boulangère, les vacanciers. Mais vous êtes méchant? Je suis pas méchant, non, on peut pas dire que je sois haineux. Ça m'énerve, quoi, ça m'énerve. J'y Tout peux vous rien. énerve? Oui, beaucoup de choses. Mais depuis quand? Depuis tout petit ou... Je crois que c'est inné. C'est inné. Je crois que c'est Et vous inné, êtes ouais. né méchant, Non, pas méchant. détesteur. Détesteur, voilà. Et maman? Et maman? Vous n'avez pas détesté maman, hein, c'est pas... Ça dépend. Oh là là, oh là là, oh là là. Donc est-ce que vous l'exprimez cette haine? Parce que... Oui. Oui, en fait, moi j'ai trouvé ma solution, je l'ai exprimée en écrivant. Oui. Donc j'ai fait un petit fanzine qui s'appelle Je déteste. Qui s'appelle Je déteste ou... Et alors pourquoi la boulangère? Ah, parce que la boulangère, moi, c'est un problème que je traîne depuis des années, depuis que j'étais petit, où j'allais acheter mes petites fraises tagada et mes trucs comme ça, et j'avais 10 francs. Et là, en fait, je sentais très bien que ça l'énervait, parce qu'en fait, elle avait plein de boîtes à ouvrir, avec plein de calculs à faire et tout ça, et comme elle n'avait pas l'air très intelligente, en fait, elle avait du mal à trouver son compte et tout ça, donc en fait, c'est vrai qu'elle me détestait déjà. Donc c'est vrai qu'en fait, c'était un juste retour des choses. Et alors donc, des Donc années ça a mal après... commencé avec elle déjà. Et puis c'est vrai qu'après, il y a eu les vacances, les fameuses vacances avec les parents où on s'ennuie, où on est avec des vacanciers qui sont à pleurer, avec leurs sandalettes en plastique, un petit ourson. Attendez, où est-ce que vous alliez en vacances? Parce que moi, j'allais en camping, alors je peux vous dire que là, je suis imbattable. Hein. Ah, moi, j'ai fait J'allais en camping. camping, moi. Où vous alliez en vacances? Dans le sud de la France. Mais où? En camping? En camping Ou en caravaning? Non, en camping et en location aussi. Alors, le genre de location où on arrive, qui sont les locations géniales à 3000 balles la semaine, avec on tire la chasse, ça vous ouvre le store du balcon, enfin, des trucs comme Et ça. ça quoi. vous a donné la haine? Bah, il y a de quoi.
Il y a de quoi, il y a de c'est quoi. vrai. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, en lisant les journaux ces derniers temps, que c'était un phénomène de société, véritablement, cette haine qui s'exprime, etc. Et d'ailleurs, Valérie, t'as enquêté là-dessus. Alors, je voulais dis-nous. dire à Jean-Christian que ce n'était pas sale, qu'il ne s'inquiète pas. Ton corps va changer. Il n'est pas seul. C'est vrai que c'est un vrai phénomène de société, surtout aux États-Unis. Ça a commencé, les fanzines, ça existe depuis déjà très très longtemps. Alors les fanzines sont des petits journaux artisanaux comme celui-là, qui valent en général 1 ou 2 francs, enfin qui ne sont pas très très chers. C'est tout à fait artisanal. Donc ça a commencé aux États-Unis vraiment à prendre de l'essor avec I Hate Brenda. Alors Brenda, c'est elle. Normalement, vous ne devez pas la connaître. C'est une héroïne de Beverly Hills. Nous aussi, on la déteste. Nous aussi, on la déteste. Donc si vous nous regardez, vous ne la connaissez pas. Donc aux États-Unis, il y a 2 jeunes femmes qui étaient excédées par Brenda, qui la trouvaient égoïste, méchante et tout, et qui ont donc décidé de faire un fanzine qui s'appelle I Hate Brenda. Donc c'est cette petite lettre, je déteste Brenda. Voilà. Donc ce fanzine, en fait, qui normalement était destiné à être distribué à 200 exemplaires, c'est vendu en fait à 25 000 exemplaires, ce qui est énorme. Et c'est devenu un vrai Vous n'avez pas vendu 25 000 exemplaires. Oui, quand même. C'est devenu un vrai phénomène de société, c'est-à-dire qu'il y a eu un anti-fan club Brenda, il y a eu des t-shirts, il y a eu toutes ces filles se sont fait inviter dans des émissions de télé. C'est terrible ce que vous racontez. C'est terrible. Non, Mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça pourrait. Mais Tu penses à quelqu'un en particulier? Je ne sais pas, mais si ça arrive à Brenda et à une boulangère, entre les deux, il y a quand même des gens. Il y a beaucoup de gens, ça peut arriver à tout le monde. Alors, je continue. Alors, aux États-Unis, il y a des dizaines de milliers de fanzines. Rien qu'à Los Angeles, il y en a plus de 10 000. Donc, mais c'est vrai que depuis quelque temps, on assiste à une recrudescence, je dirais, de la haine. Mais c'est pas vraiment de la haine, c'est de la méchanceté un petit peu. Alors, il y en a un qui s'appelle Tuer, c'est sympa. Donc là, c'est un petit peu l'extrême. Murder can be fun. Alors non, là, je suis pas d'accord. Alors, il recense tous les attentats. Tuer, qu'est-ce que vous en pensez vous? Non, mais moi je crois que ça correspond à un phénomène de société, ça intéresse les gens. Non, mais il faut procès d'O.J. Simpson. Mais il faut toujours prendre avec non, mais c'est un second degré, il faut jamais le prendre au premier degré. Il faut pas avoir peur de ça, c'est pas. Mais vous pensez pas qu'il y a des terrifiant. ânes qui vont prendre ça au premier degré? Tuer, c'est Ah, mais il y a sympa. toujours des risques, mais c'est comme. dis donc, C'est bien, mais non, il faut se Valérie, ça fait circuler le sang, la haine. Qu'est-ce que c'est tuer, c'est sympa? Tuer, c'est sympa. Donc, ça recense tous les attentats et les crimes de psychopathes. Ah, par contre, là, effectivement. Ouais, non, c'est super sympa, mais bon. C'est vachement sympa. Et puis, il y a un must quand même dans le monde des fanzines qui s'appelle Answer Me, donc répondez-moi, qui a fait un tabac avec son dernier numéro dans lequel il y avait un banc d'essai des serial killers. Donc ils ont comparé avec les méthodes, ce qui était mieux, ce qui était moins bien. Et ça a fait un vrai tabac, ça s'est vendu partout aux États-Unis. Bah, je sais pas, il y a Jeffrey Dahmer qui était quand même en tête. C'est dégueulasse. Des serial killers. On peut pas non plus faire l'apologie de Jeffrey Dahmer. Mais attendez, ça a très... Oui, qui s'est suicidé, il a bien fait d'ailleurs. Mais ça a très bien marché. Si je peux me permettre. Mais ça a très bien marché, ce qui prouve que la haine fait vendre. Et moi, j'ai interrogé des psychanalystes qui m'ont dit, bien sûr que la haine fait vendre, bien sûr que ça fait vendre plus que les bons sentiments, parce que la haine, en fait, la haine, la méchanceté, c'est ce qu'on a au fond de nous, c'est des sentiments qu'on cache et que la société, et que la société nous empêche d'exprimer. Donc c'est normal que les gens achètent ça. Donc haïsser, c'est le nouveau message des psychiatres. C'est pas le nouveau message, mais pour eux, c'est vrai que la haine, c'est libérateur, ça génère la créativité parfois, et surtout ça aide à ne pas exploser, parce que ces journaux agissent un petit peu comme des soupapes, je sais pas ce que vous en pensez, c'est-à-dire que ça permet de ne pas exploser. Et de ne pas tuer. Et de ne pas tuer, il y a... Oui. Ah, moi je pense que oui. Ah, parce que si vous faites pas ça, vous tuez. Ah, ça pourrait arriver. Mais attention, on évite des tueurs. Mais non, mais imaginez que ça s'applique à de nombreux gens qui ont ce problème justement de détester beaucoup de choses. Ça serait vachement bien si les gens, plutôt que d'aller tirer le sac d'une vieille ou casser une bagnole et tout ça, écrivaient un petit truc en disant j'aime pas ça, j'aime pas les sacs des vieilles ou des trucs comme ça. J'aime pas le sac des vieilles. Non, il l'aime bien justement. J'aime pas le sac des vieilles. Mais non, ils aiment bien un sac des vieilles parce qu'il y a dedans justement. Vous n'avez pas compris. Alors justement, il y a un auteur de fanzine américain qui dit il vaut mieux faire un fanzine que de sortir une mitraillette dans un supermarché. Donc ça vous prouve que ça fonctionne. Donc ça arrive en France parce qu'on a No More Depardieu, qui est le fanzine anti-Depardieu. Donc donnez-lui sa green card pour qu'il parte aux États-Unis. Devers revient. Alors il y a même un petit coupon à renvoyer au président de la République. Monsieur le Président, merci d'extrader Gérard Depardieu. Et puis il y a les bonnes raisons. Mais attendez, non. Et puis il a quand même
ses acteurs. qualités, il n'est pas de l'église en scientologie, il pique des rôles à Richard Anconina et Lambert Wilson, il ne chante pas, il ne couche pas avec Carla Bruni. Donc voilà, Ça, ce sont ses qualités. ce sont ses qualités. Il n'y a pas que ça. Vous le connaissez, celui-là, là, le No More de Depardieu? Oui, enfin, j'en ai entendu parler, oui. Et Bah, moi, je alors trouve ça très marrant. Ah oui, vous êtes écroulé de rire. Et vous croyez que Depardieu, il est écroulé de rire? On s'en fout, on s'en fout. Oui. En gros, Ah, c'est en ça. gros. Et la boulangère, elle est écoutée de rire. Bon, on réagit. Un dernier truc, donc il y a aussi I Hate Donna. Donna, c'est aussi un personnage de Beverly Hills. Ben, c'est Décidément. normal que vous ne connaissiez pas. Mais on l'a Je elle ne aussi. veux pas connaître. Et alors Donna, figurez-vous qu'il y avait une soirée I Hate Donna hier à Paris. Et alors Donna, on la hait parce qu'elle s'est fait refaire le nez, elle est puritaine, elle ne veut pas baiser avec David, elle s'habille comme une truie, elle a une coiffure ignoble, elle est tarte, elle est Elle ne conne. veut pas qui? David? Oui, voilà. Et elle s'habille comme une truie? Voilà. Mais qu'est-ce que c'est? Et en plus, c'est la fille du producteur. Voilà, Aaron Spelling. C'est vrai? Ouais. Donc Ah toutes oui. ces raisons ça fait font des qu'on raisons de déteste haïr, Donna. Donc il y a effectivement. des Français qui Il y a se quoi sont mis en veine de Eh ben, ça, haïr c'est Donna. très bien, ça. Eh ben ça, c'est C'est bien. très bien. Bravo. Attendez, j'oublie un truc. J'oublie un truc. Alors, il y avait pendant la soirée le sac à vomi VIP. Pardon? Le sac à vomi pour aller à la soirée. Alors, c'était numéro un, pensez à Donna. Deuxièmement, faites-le. Troisièmement, fermez le sac. Quatrièmement, souriez. Voilà. Ah, Mais normalement, c'est pas transparent, les sacs à vomi. Et, c'est no- ça qui est terrible. et normalement, Oh là là. oui, Ah, merci c'est bien, ça Valérie, va loin. merci, c'est une analyse. Donc un conseil, continuez les fanzines. Il n'y a que ça de bon dans la vie. Les fanzines méchantes, donc continuez, c'est le conseil très bien. de docteur Valérie. On Merci va s'abonner. docteur. Tout ça pour dire que la haine est à la mode. Donc c'est pas très grave docteur ce que vous avez. Oui, je pense. Vous pouvez continuer. Je pense que ça ira. Vous êtes rassuré? Oui, ça va. Vous allez continuer ces machins? Oui, je vais continuer. Vous allez attaquer qui la prochaine fois? Ah, Quoi? Charcutière, peut-être. J'ai complètement atomisé. Attention, attention, ceci n'est absolument pas une coupure publicitaire, mais juste une bande-annonce. Ça dure 30 secondes. Et dans 30 secondes, on va vous apprendre à essayer d'arrêter de fumer. À tout de suite. Voilà, on va tout de suite passer à un problème gravissime. Gravissime, c'est le problème de Philippe. Philippe, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai un problème, je n'arrive pas à arrêter de fumer. Vous fumez beaucoup? 2 paquets par jour. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est Depuis combien de temps? Depuis 8 ans. Vous avez quel âge? J'ai 26 ans. Alors, rejoignez-nous sur ce plateau, c'est urgent! C'est urgent, Philippe, 2 paquets de cigarettes par jour depuis 8 ans. Je comprends d'autant mieux votre problème, donc, que le tabac tue en France. Il fait 65 000 morts par an. D'après l'INSERM, même en 2025, on atteindrait les 165 000 morts par an. Il serait également à l'origine de 30% des cancers. Et le nombre de morts total du tabac, effectivement, va de 53 à 65 000 morts par an, donc c'est quand même énorme. Je vous présente le professeur Bernard Lebeau, qui est pneumologue. Voilà. Même, il est pneumologue à l'hôpital Saint-Antoine et vous vous occupez donc du sevrage. Ah non, je ne m'occupe pas personnellement du sevrage, mais je suis responsable des actions qui concernent les problèmes du tabagisme dans les hôpitaux de Paris. Très bien. Alors, il y a 15 millions de fumeurs en France, professeur Lebeau, Hélas. et on estime que 75% d'entre eux souhaitent s'arrêter de fumer. Pourquoi est-ce si difficile Mais le premier problème, c'est qu'il ne faudrait pas commencer. à fumer? Eh oui, d'accord, eh oui. d'accord. Il faut Parce pas que c'est commencer. une drogue. C'est Oui. une drogue qui entraîne une dépendance. Oui, Pour une grande partie des fumeurs, c'est une psychodépendance. Oui. La quasi-totalité des fumeurs. Dépendance gestuelle, comportementale. Oui. Et puis pour un certain nombre de fumeurs, c'est plus grave, ça devient une vraie drogue dure, c'est une drogue légale, mais c'est une drogue. Et là, il y a réellement une pharmacodépendance, avant tout à la nicotine. c'est pour ça qu'on a tant de mal à s'arrêter. C'est pas que pour ça, mais c'est avant tout un problème de dépendance. Et puis, c'est surtout un problème de compréhension du problème. Alors, il y a différentes méthodes pour les fumeurs. On leur propose plusieurs solutions, donc on va les passer en revue. Vous allez me dire ce que vous en pensez. D'abord, que pensez-vous des méthodes de substitution, telles que les gommes à mâcher ou le timbre le Tout fameux ça, c'est de la timbre. nicotine. Oui, Et ça n'est donc intéressant que
chez les pharmacodépendants. Et on utilise beaucoup trop mal ces produits, c'est-à-dire que trop souvent, parce que c'est quelque chose qui est un problème récent, donc qui n'a pas été enseigné en faculté de médecine, et comme pour avoir ces produits, il faut aller chez le médecin, je pense que vous êtes arrivé chez votre médecin, vous lui avez dit je veux m'arrêter de fumer, donnez-moi le timbre. Et votre médecin, il n'a rien à vous refuser, donc il vous a donné le timbre. Il n'est pas du tout dit que vous soyez pharmacodépendant. Et comment on le sait ça, si on est Ah, il y a des tests à faire passer. Vous avez passé des tests? Non, moi j'ai essayé les timbres. Et alors? Inefficace. Inefficace, ça n'a pas marché pour lui. Mais parce qu'il n'est pas pharmacodépendant. Hein. Ça a fonctionné 5 jours. D'accord, et ça coûte 600 francs, il faut le savoir, il faut donner le prix du timbre. C'est beaucoup moins cher que la cigarette. Hein. Oui, c'est quand même moins cher que la cigarette. C'est moins cher que la cigarette. 2 paquets par jour, ça vous coûte combien par mois? Oui, donc j'ai pas fait le calcul, mais vous devriez. En l'occurrence, j'ai essayé sur un mois les timbres plus les cigarettes, ça m'a coûté une fortune. Donc, ah oui, ça c'est quand même très idiot. Ça faut pas. Alors, j'ai fait les deux. Que pensez-vous des méthodes dites instrumentales, c'est-à-dire l'acupuncture? Oui. Vous pouvez les mettre en vrac. Hein. Oui, oui. Alors, il y a l'acupuncture, la mésothérapie, l'auriculothérapie, c'est, vous savez, la petite agrafe dans l'oreille, l'homéopathie, etc. Tout ça, ça va aider les psychodépendants. C'est-à-dire que les pharmacodépendants, ils sont psychodépendants. Donc, ils vont avoir besoin d'un substitut de la nicotine et beaucoup plus le timbre que la gomme. Oui. Et on peut dire que tous les fumeurs, ils ont un problème, c'est vrai. Ils ont en général un problème psychologique de comportement. Le problème ne va pas être le même d'un fumeur à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ben, il faut être aidé. On a besoin d'une aide, pas forcément de l'aide d'un médecin. Mais qu'est-ce que vous pensez de toutes ces méthodes que je viens ça de aide. vous... Mais sans plus. Ah ben, c'est déjà pas mal. Que recommandez-vous, vous? Ben, d'être motivé. Première chose. Oui. Aux États-Unis, ils ont compris, parce que les chiffres que vous avez donnés aux États-Unis sont multipliés par 6. Hein. Et les Américains, ils sont passés de plus de 40% de fumeurs à 18% de fumeurs. Comment maintenant. ils ont fait? Ben, ils se sont rendus compte qu'eux, ils en étaient à 120 000 cancers bronchopulmonaires par an. Ah oui, d'accord. Eh oui. Et ça a été dit dans les médias. Donc c'est le choc du cancer qui les a décidés. C'est l'information. C'est l'information. C'est l'information sur le Mais cancer. il ne faut pas faire peur pour s'arrêter de fumer. Il faut motiver les gens. Hein. Et les Américains, comme beaucoup d'anglo-saxons, ils ont souvent le goût de la vie saine. Ils aiment vivre. Ouais, et quand on aime vivre, on ne fume pas. Alors, eh ben oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, professeur Lebeau, vous restez avec nous, vous allez écouter les conseils de Laurence Cochet pour pour qui, Laurence? Alors, pour les fumeurs, moi, pour les non-fumeurs? Non, je m'intéresse aux femmes qui vivent avec un fumeur parce que dur. Oui. Voilà. Alors donc, si vous vivez avec un homme qui fume ses 2 paquets par jour, vous ne pouvez pas le laisser se détruire sans intervenir. Comment? Eh bien, vous allez lui pourrir sa vie de fumeur pour le rendre sensible au charme d'une vie de non-fumeur. Alors, je préfère vous prévenir, c'est pénible de passer ses journées à harceler un homme, mais si on ne le fait pas, Christine, qui le fera hein? Bon. C'est vrai. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, d'abord, vous allez manifester dès ce soir une angoisse poignante pour sa santé. Commencez par lire avec effroi ce qui est écrit sur le paquet de cigarettes. 14 mg de goudron, mais ils sont malades, ces mecs. Et puis, suppliez votre homme de limiter les dégâts. N'avale pas la fumée, chérie, je t'en prie. Fais ça pour moi, pour nos enfants. Et si vous savez pleurer, c'est le moment. Si votre homme fume pour s'offrir un moment de détente, vous pouvez le faire changer de point de vue en planquant tous les cendriers et tous les briquets qui traînent chez vous. Vous verrez que ce moment de détente va se transformer en un moment de crispation intense. Et si ça lui procure même plus de plaisir, hein, eh ben autant qu'il arrête de fumer tout de suite. C'est ça, planquer les cendriers, c'est une bonne combine. C'est une vraie bonne combine. Il devient fou. Oui, mais c'est que ça lui gâche son plaisir. Et je crois que oui, mais tu te gâches ta vie aussi. Non, mais attends, depuis le début, mec de toute façon, passe les femmes se sacrifient depuis 2000 ans, on ne va pas changer. Hein. C'est une vocation. Alors, cela dit, une des pédagogies les plus efficaces, c'est celle de l'encouragement. Concrètement, vous le félicitez dès qu'il écrase une cigarette, comme si c'était la dernière. Alors, tu vois que t'es pas une lopette. Et pour éviter la névrose d'échec, vous l'encouragez dès qu'il en rallume une. Allez, la der, t'as bien raison, la vie est courte. C'est un travail de fond qui sera payant un jour. Et si votre mari vous pompe l'air avec ses cigares, vous pouvez aussi le dégoûter du tabac en associant ses prochaines bouffées de cigarettes à une expérience traumatisante. Par exemple, vous enfoncez cette petite pierre magique dans son cigare et vous lui offrez avec un bon regard. Et alors? Voilà. Et vous lui tendez du feu. Et alors? Et alors? Il hésitera.
Il hésitera avant de fumer le prochain. Tu peux lui mettre ça dans les cigarettes? Ben oui. Et alors au réveillon, c'est du plus bel effet. Mais quoi qu'il en soit, terminez toujours par une note positive et rassurez l'homme de votre vie. Avec une bonne assurance veuvage, son tabagisme ne posera jamais de problème insurmontable. Et puis, tout à fait entre nous, il n'y a pas que la santé dans la vie. Hein. Bon, professeur Lebeau, tout ça c'est des ruses de bonne femme, mais... Non, ça marche. Hein. Ça Il n'y a marche. pas de problème. Ah. Dans 2 mois, son mari sera non-fumeur parce qu'elle aura divorcé, elle en aura pris un autre. Est-ce que... Ah oui, c'est extraordinaire. Vous voulez dire qu'en fait, le gars qu'on va harceler va se tailler? Oh, bah là, vu son attitude, probablement. Hein. Ah oui, non, mais avec une fumeuse. Ah, vous allez vous... Non, là, c'est de la propagande pour un autre métier. Ah oui, c'est ça, vous allez vous tailler si votre femme fait ça. Oui, enfin, à partir du moment où j'aurais pas vraiment décidé d'arrêter et que j'y arriverais. Mais alors, on n'a marche. aucun moyen de pression sur un fumeur. Ah non, sérieusement, je crois qu'il faut surtout pas qu'une épouse non fumeuse enquiquine son mari avec le tabac. Ça marche jamais. On va maintenant passer donc à Camille qui est allée au fond du problème. Moi, je ne comprends pas pourquoi monsieur veut s'arrêter de fumer. Parce que c'est vachement sympa de fumer. Mais c'est vrai, il faut voir le côté positif des choses. On peut tout faire en fumant. Faire de la plongée sous-marine, du deltaplane, faire des enfants. On peut faire plein de trucs. Et puis en plus, la cigarette, ça fait faire de l'exercice. Ah oui, quand vous allez au tabac pour acheter un paquet, vous marchez. Enfin bon, vous voulez vous arrêter de fumer, c'est votre droit. Alors j'ai passé en revue en images toutes les techniques performantes pour y arriver très vite. Regardez. Arrêter de fumer, c'est dur. Alors voici comment faire croire que vous avez arrêté de fumer sans vous priver. Et tout d'abord, les endroits où vous fumez en cachette. Il y a les water, classiques et toujours efficaces. Bon, il y en a qui ont envie de fumer ici, hein? Mais il existe aussi une multitude de lieux confortables, à l'abri des regards indiscrets. Choisissez-les au gré de l'inspiration, en prenant soin de ne pas vous faire repérer, car c'est parfois un sport à risque. Si toutefois vous voulez vraiment vous arrêter de fumer, il y a bien sûr plusieurs méthodes, dont le célèbre timbre anti-tabac, qui compte déjà de très nombreux adeptes. On parle aussi des techniques de substitution qui consistent à fumer autre chose, tout ce qui vous tombe sous la main, au moment où une envie irrépressible de fumer vous saisit. Enfin, une fois que vous avez réussi à vous en sortir, il faut que votre entourage cesse également de fumer pour ne pas vous tenter. Pour cela, soyez très offensif. Par exemple, pour le saumon fumé, une seule solution efficace, l'acupuncture. Vous verrez qu'avec ces conseils, une fois que vous aurez arrêté de fumer, vous vous sentirez beaucoup mieux. Ça y est, je respire à plein poumon. Franchement, Des techniques. Bernard Lebeau, franchement, qu'est-ce que vous pensez de ça? Peu importe la méthode, il faut y arriver. Il faut y arriver, donc vous êtes pour cette méthode. Alors moi, je vais vous en proposer une autre de méthode, elle vaut ce qu'elle vaut. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais vous faire écouter et regarder un document épouvantable je suis désolée. Il s'agit d'un très beau mannequin quand elle était jeune. Elle a fait donc la pub pour une grande marque de cigarettes américaine. Elle était sublimement belle. D'ailleurs, vous allez voir des photos. Et puis, il lui est arrivé des pépins, comme à beaucoup de fumeurs. Elle a une petite laryngectomie, ça s'appelle comme ça. C'est agréable pour se faire des potes, ça aussi. Regardez. I want people to know what happened to me from smoking. The most important thing anyone can do is not to smoke. We must discourage advertising and encouraging children to smoke. I owe it to the world. I might have encouraged a few people to start smoking. Now I'm trying to tell them what happened to me. Ne fumez pas. Fumeurs, arrêtez le plus vite possible. N'en fumez pas les autres.
ça lui est Comité arrivé. national contre le tabagisme. Ben oui, ça c'est terrible, mais voilà ce qui lui est arrivé à cette jeune femme qui faisait de la pub, vous en avez Enfin, connu. là, elle est plus jeune. Oui, bien Moi, sûr. malheureusement, j'en vois des jeunes maintenant. Parce Ah qu'elle, oui. elle a dû commencer à fumer à 20 ans. Ouais. Les miens, ils commencent à fumer à 12 ans. Alors, ils commencent à mourir avant 30 ans maintenant. Ah oui, avant 30 Ouais, ouais, ans. ouais. Ah oui, oui. Une partie de la nicotine donc, et des goudrons est absorbée par la cavité buccale. Alors, vous allez vous rendre compte que fumer sans avaler la fumée est également dangereux. D'ailleurs, vous voyez là un petit cancer de la lèvre. Un petit cancer de la lèvre qui appartient à un fumeur de pipe. Oui, sympa Camille, pour faire de la télé c'est parfait. On voit c'est qu'il super. il avait la pipe à cet endroit-là. Il avait la pipe à cet endroit-là, elle se marre. Et la Il trace, se marre, cet il imbécile. sait parce où la que- poser la prochaine fois. Parce ouais. qu'ils ne fument pas la pipe, alors que les fumeurs de cigares se rassurent, ils auront exactement les mêmes. Ils auront aussi un cancer de la langue, je vous l'ai mis là parce qu'il n'y avait pas de raison de s'en priver, voilà. Et donc là c'est un petit ulcère. C'est un petit ulcère pour commencer à vous mettre en appétit. Donc la partie noire que vous voyez, évidemment c'est du goudron. Et évidemment ça les fait rire, mais pourtant je trouve pas ça Parce qu'on drôle. se rend pas compte. c'est pour Je ça. ne résiste pas à montrer un poumon normal, donc lui il c'est est tout beau, tout rose. Ah non, et c'est plus propre. Oui, ça fait mieux. Ça et fait mieux. maintenant, un poumon de fumeur, donc vous allez voir tout de suite Oh la là là, différence. de fumeur, oui, Le oui. noir, vous l'avez reconnu, c'est le goudron. On dirait Mais du la granit. partie blanche en haut, là, vous la voyez, la partie Oui. blanche. Qu'est-ce que c'est à votre avis? On dirait le reflet du truc, non? Eh ben non, ça n'est même pas le reflet, ni une partie saine. C'est un gros cancer, oui, oui, oui. Figurez-vous que le méchant goudron ne fait aucun mal au méchant cancer. Vous voyez, il grignote pas le cancer, le goudron. Il aide. Ah, il aide. Donc c'est comme ça un cancer du Oui, poumon. oui, c'est vous comme me- ça, hélas. Et alors, comme Ça je me vous aime rassure, bien, je vous laisse regarder. Pour terminer, c'est vrai que je vous aime bien, téléspectateurs chéris, qui n'êtes pas en train de regarder Beverly Hills. Je vous aime d'autant plus pour cette raison. Je ne veux pas que vous mouriez, parce Déjà, que ils ont sinon, bien je vous raconte L'audience va baisser. la bérésina. Donc, comme je vous aime, je voudrais que vous regardiez ça. This lung, blackened by tar as a result of cigarette smoke, is meant to supply oxygen to the patient's blood and heart. The heart that you see in this lung operation, fighting for its life, betrayed and abused by its owner. Over a 2-year period, 20 cigarettes a day produces a half pound of tar. Use your head and give your lungs a chance. Voilà, alors je signale que ces publicités sont toutes étrangères. C'est vrai qu'en France, on ne nous montre que très rarement ça. Voilà, lui, il est au bord de la Non, syncope. mais c'est terrible. Et qu'est-ce que vous pensez de cette violence dans les spots? Vous êtes pour? Non, Pourquoi? parce que c'est pas une bonne méthode. Pourquoi? Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, là, avec ce que vous venez de faire, vous allez faire qu'un bon nombre de vos fumeurs téléspectateurs vont s'arrêter de fumer ou diminuer leur tabagisme pendant 10 ou 15 jours. Bah, c'est une bonne chose jusqu'à la Oui, fin. oui, c'est un peu court. Hein, un peu court. C'est un peu Mais- court. Et on va mais- rediffuser la semaine Mais prochaine. c'est de l'information, c'est de On va faire un l'information. générique. On va faire le C'est de générique. l'information. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, les motivations négatives, elles sont tristes en plus. Moi, je dis pas il faut s'arrêter de fumer pour éviter de mourir. Parce qu'on mourra tous un jour, d'accord? Ouais, non, Eh mais oui, attendez, eh oui, eh oui, on n'est pas Il y a immortel. tellement d'autres plaisirs dans la vie. Mais ouais, Faut justement, pas se vaut mieux cantonner. profiter des autres C'est parce vrai. que Alors, le fumeur, bonne soirée. il va mourir à 30 ou à 40 ans maintenant.